technique. Bon, bienvenue à tous. Pierre Croix ne peut pas être ici aujourd'hui, ça veut dire que c'est moi qui vais présider donc cette séance. Bon, Judith, voulez-vous commencer avec les diapositives? Peut-être avant, je veux dire bienvenue à Vincent Vellina, le nouveau représentant du Conseil des infirmières et infirmiers du CUSUM sur le conseil d'administration. So, bienvenue. Donc, sur l'ordre du jour, puis-je avoir quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Je ne peux pas voir les autres. Peut-être, Judith, vous pouvez voir qui... Je propose André Bonici. OK, merci. Et un seconder, est-ce que je peux avoir... Encore, je ne peux pas voir. Judith, pouvez-vous voir quelqu'un? Oui, Uriel. Uriel, Oui, secondé. Merci. Oui. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose pour l'agenda? Non, ça va? OK. Est-ce que... OK, c'est passé, merci. Et maintenant, est-ce que je veux voir les procès verbaux de le rendez-vous, la séance le 29 de septembre? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des omissions ou erreurs? Et sinon, si quelqu'un peut proposer? Encore, je ne peux pas voir. Puis-je avoir quelqu'un à proposer? Ingrid. OK. Et seconder? Clemens. Bon, merci, Clemens. Un approval, est-ce qu'il y a, comme j'ai dit, est-ce qu'il y a des erreurs ou une omission? Sinon, ce serait approved. OK, merci. Et est-ce qu'il y a des affaires découlant du procès verbal? Non, Madame la vice-présidente. OK, merci. Et maintenant, je veux avoir, il y a plusieurs résolutions. Encore, puis-je avoir quelqu'un pour proposer, pour les adopter? Judith, pouvez-vous voir quelqu'un qui va proposer pour les résolutions? Je demanderai aux membres du CA de parler de vive voix pour proposer et appuyer. C'est plus simple. Oh, oui. C'est Uriel, je vais proposer. OK, Uriel, et seconder, peut-être? Yeah. Deep Kosla, it's a second. OK, bon, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur toutes les résolutions? Et sinon, si les membres du conseil d'administration peuvent montrer s'il y a quelqu'un qui ne veut pas appuyer. Sinon, tout est d'accord. Bon, passe. Donc, le prochain, c'est Lucie. Madame directrice générale. Merci, Dr. Pritchard. Alors, je vous donne mon rapport. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, comme dans chaque CA, je mentionne les deux indicateurs qui sont suivis, qu'on suit de très près, puis ils sont aussi des priorités ministérielles, qui sont la chirurgie de un et les temps d'attente à l'urgence de l'autre. C'est clair qu'on a beaucoup d'autres indicateurs que vous allez aussi voir au fur et à mesure de partage, mais celles-ci vont revenir toujours parce qu'elles sont vraiment examinées sous la loupe. Le premier ici, c'est la liste d'attente de chirurgie plus qu'1 an. Que vous voyez en jaune le nombre par période. Vous voyez que depuis janvier de cette année, il y a eu une diminution de nombre de cas très important
avec une priorisation de patients qui attendent plus qu'1 an en chirurgie. Vous voyez par contre aussi qu'il y a un plateau. Malgré une légère augmentation de productivité, à vrai dire, une augmentation qui est en lien avec une baisse de quelques périodes. Pourquoi? C'est parce que faut comprendre que dans toutes nos priorités, il n'y a pas que ceux, on ne peut pas juste faire ceux qui attendent le plus longtemps. D'autres critères rentrent en compte, par exemple, ceux qui sont urgents, pensons à appendicite. Les cancers qui, évidemment, ne peuvent pas attendre plus qu'1 an, les chirurgies cardiaques, etc. Alors, dès qu'on a une baisse de productivité totale, le nombre qui peuvent être faits plus qu'1 an plateau en conséquence. On espère de réaugmenter notre productivité pour continuer cette baisse-là. Prochain diapo. Prochain diapo. Pour moi, c'est OK, parfait. Alors, vous voyez par notre productivité par spécialité. Alors, avec le seule expression de ORL ici que vous voyez, parce qu'eux autres étaient beaucoup dans la liste plus qu'1 an, le nombre de cas effectués versus pré-pandémie est encore moins que 100 %, qui explique aussi pourquoi c'est très difficile de gruger dans ces attentes-là. Prochain diapo. Vous voyez ici en termes quantitatifs le nombre de chirurgies que nous avons de plus qu'1 an. Et c'est comme ça aussi qu'on cible les différents. On a vraiment ciblé les 3 ans et plus. Vous pouvez penser qu'il y a d'autres éléments qui font en sorte que peut-être il attend aussi longtemps que ça. Et vraiment, on est en train de baisser ça pour tranquillement aller juste d'avoir 0 dans ces 2 colonnes-là. Prochain diapo. Et pour le moment, on est à l'intérieur des cibles qu'on a signées de diminution qu'on a signées avec les attentes ministérielles. Maintenant, ça, c'est l'urgence. On voit en orange que le nombre de patients qui vient aux urgences sont encore, en termes absolus, moins que ceux qui sont venus en la ligne bleue, mais à peu près pareil que, disons, 19-20. Mais malgré que le nombre de personnes qui viennent aux urgences est à peu près pareil, malheureusement, le délai moyen de séjour sur les civières sont augmentés. Prochain diapo, s'il vous plaît. Et ça, c'est une réflexion alors, à vrai dire, je vais dire ça au prochain diapo après, mais ici, vous voyez que il y a un taux d'occupation à l'urgence en moyen de 160 % dans les urgences. Puis, le DMS qui n'est pas ici, je vais voir ça la prochaine fois, est plus que 20 heures et ça se concentre pour ceux qui attendent d'être admis dans les lits. Prochain diapo. Puis, on voit ici pourquoi est-ce que c'est le cas. Alors, on peut penser avant intra, post-urgence. Le post-urgence, nous avons 17 % de nos lits qui sont occupés par des personnes qui n'ont plus besoin d'être parmi nos lits. Alors, c'est clair que ceci bloque beaucoup le mouvement. Il y a beaucoup de travail qui est fait et avec le ministère pour voir comment on peut être priorisé pour sortir nos patients plus rapidement que nos partenaires qui ont des taux moins élevés. Il y a également, nous sommes sur des tables régionales pour regarder comment est-ce qu'on augmente la capacité en ERI, en relatation, en CHSLD, etc., pour faire descendre ce chiffre qui nous empêche à admettre des patients qui attendent. Alors, il y a en lien avec ça c'est des travaux qu'on fait avec nos partenaires externes, avec le ministère. Et intra-hospitalier, on est en train de regarder avec plusieurs sous-groupes comment est-ce que les choses qui sont sous notre contrôle, on peut améliorer la fluidité, d'optimiser les durées moyennes de séjour chez des patients qui peuvent aller à la maison, mais ils sont un petit peu trop longs. Et nous sommes en train également de regarder comment est-ce qu'on peut faire autrement. On a été sélectionné par le ministère de faire partie du premier cohorte pour l'hospitalisation à domicile.
qui se fait de plus en plus autour du monde. Alors, nous sommes en train de regarder quels vont être les types de patients qu'on va cibler, quels sont les types de wearables pour le monitoring qu'on va être capable de faire. Alors, ça, c'est un exemple de type de projet qu'on regarde pour voir comment on peut faire autrement pour augmenter notre capacité et pour diminuer l'attente à l'urgence pour ceux qui ont vraiment besoin d'un lit et regarder si on peut avoir de solutions alternatives pour d'autres. Prochain diapo. Quelques mises à jour. Projet de loi 15, ça avance, on voit que ça avance. On présume qu'avec la grande majorité des députés dans la Chambre que ça va passer. Puis, on croit que ça va passer fin novembre, début décembre pour une mise en application l'année prochaine. C'est difficile de savoir exactement tous les impacts sur le CUSUM avant qu'on voit les derniers amendements qui sont là. Alors, ce que nous avons, comme tous les PDG ont demandé auprès du ministère lors de notre réunion cette semaine, c'est de nous préparer dès que c'est prêt. Un petit peu, OK, on voit qu'est-ce qui est écrit. Il y a 1300 articles, mais comment est-ce que la vision est articulée? Qu'est-ce qu'on s'attend comme changement concret? Alors, dès qu'on a ça, on peut partager ça avec nos équipes à l'interne parce que c'est en lien avec ça, et tous les changements à venir. Nous avons commencé les webinaires qui vont être à chaque 4 à 6 semaines, plus si le besoin est là, pour partager ces éléments, les choses à venir avec les employés et les professionnels de santé et les médecins. Pour ce qui concerne, vous avez probablement vu la lettre que les anciens premiers ministres du Québec ont signée en lien avec les CHU qui nous impliquent, évidemment. Et c'est de reconnaître l'importance que nous avons comme CHU sur les éléments d'innovation-recherche. Au CUSUM, nous avons le centre de recherche le plus grand au Québec. Alors, là, ça a été écouté. Alors, à voir, mais on s'attend de voir des amendements pour vraiment nous confier localement un oversight sur ces éléments-là qui touchent les CHU particulièrement et pas pour le passer par Santé Québec. Alors, ça, c'est à suivre. Il y a aussi, bien sûr, d'autres implications, mais comme j'ai dit, plus concrètement, on ne va que voir ça quand le projet de loi est passé. Il va y avoir un comité de transition au ministère et plus d'informations à suivre. Hôpital La Chine, la volonté était, comme on sait tous, très, très, très fort pour aller vers un hôpital communautaire et de réouvrir l'urgence. L'urgence a été ouverte fin septembre 24/7 pour les patients ambulatoires. On commence également après des travaux qui ont été présidés par un expert externe au CUSUM avec des personnes qui sont urgentologues également du ministère, les médecins, plusieurs médecins de la Chine, pour regarder quels étaient les éléments clés pour réouvrir de façon sécuritaire aux ambulances. Les éléments ont été mis en place pour une réouverture graduelle pour les ambulances. Pour le moment, c'est et tous les ambulances qui n'allaient pas à la Chine allaient vers le Glen Nelogen. Alors maintenant, c'est des ambulances qui vont retourner. Ça a commencé le 1er novembre. Le chef de l'urgence, Dr. Labine, était sur place pour la première journée. Il y a des webinaires avec les médecins impliqués à tous les mardis pour procéder. Et pour le moment, ça se déroule bien. Bien sûr, avec tout changement, il y a toujours des inquiétudes. C'est complètement normal qu'il faut adresser et travailler pour être sûr que toute évolution se passe bien et tout le monde se sent encadré. Projet de modernisation du neuro. On sait tous que le neuro en ce moment est très fragile de façon clinique de où c'est situé.
Nous allons voir probablement des semaines ou des mois à suivre si oui ou non ça a été retenu pour une évaluation pour une rentrée éventuelle dans le PQI. Prochain diapo. En termes, il y a maintenant dans l'organigramme une nouvelle direction de l'innovation, transformation et performance clinique. Puis, il y a le docteur Alan Foster qui a été nommé pour ce poste-là. Ça va être directement sous la PDG, mais également avec des liens formels avec l'Institut de recherche, parce que, bien sûr, l'innovation, il y a des éléments en recherche, il y a des éléments hospitaliers. Alors, c'est vraiment tout le parcours pour ce qui concerne l'innovation. Pour ce qui concerne la performance clinique, c'est de regarder comment on va être une organisation plus axée sur les données, plus avoir des réflexes même très locales, je veux dire très décentralisés, de comment est-ce qu'on les lit, comment est-ce qu'on fonctionne pour guider nos travaux. Alors, là, il est prochain diapo. Alors, comme j'ai dit, ça, c'est Dr. Alan Foster qui débute. On a aussi eu une directrice adjointe en enseignement qui a été nommée depuis le dernier board, Mme Ursula Gley, et aussi un directeur adjoint exploitation en entente PPE, M. Yannick Guénette. Prochain diapo. Il y a plusieurs de nos médecins, puis c'est jamais complète, ont gagné ont été reconnus et ont eu des prix. Dr. McDonald a prix professionnel santé en 2023. Véronique Fraser, ça c'est une infirmière, a été nommée, elle a gagné le prix Florence dans la catégorie pratique collaborative. C'était une belle grande soirée, beau vraiment soulignement de son expertise. Prochain diapo. Dr. Paraskevas qui a gagné le prix d'excellence en leadership de transplantation canadienne. Dr. Feldman qui a été nommé au CA de American College of Surgeons. Dr. Vassiliou et Dr. Medorician qui ont été nommés maîtres à l'Académie des maîtres éducateurs du Collège américain des chirurgiens. Alors, je pense qu'on a quelques prix encore. Oui, Dr. Mazur, le prix Bram Rose 2023 et Dr. Rosenblatt, un prix international de recherche de Jacob's Ladder. Alors, vous voyez que... je pense que ça continue encore, hein, nos prix. Dr. Rouleau, qui était troisième au palmarès des scientifiques alliés à l'Université de McGill. Puis, Dr. Vin, Fellowship de la Société des maladies infectieuses d'Amérique. Prochain diapo. Il y a certainement, ce n'est pas une liste complète. Peut-être un petit peu de parler des éléments, le CUSUM dans les nouvelles. Je ne sais pas si vous avez vu passer, ça c'est à la page de 1 il y a quelques semaines dans le Journal de Montréal. Une de nos patientes qui a été greffée il y a maintenant 20 ans, mais d'un foie de quelqu'un qui était déjà âgé. Alors, en ce moment, elle a un foie de 108 ans. Qui est quand même quelque chose, la science puis la nature est quand même incroyable. Prochain diapo. Je ne sais pas si on a mis du varia spécifique. Moi, j'en avais pas. Dr. Pritchard, est-ce qu'il y avait des varia spécifiques que vous voulez qu'on parle? Peut-être vous dire des éléments importants. Il y a la greffe. Et du Front commun et de la FIC qui ont passé cette semaine. Puis, en lien avec ça, bien sûr, il y a une baisse des activités liées à ça. Alors, la planification de ça est quand même quelque chose qui est assez énergivore pour être sûr que tous les patients qui nécessitent
des soins urgents sont vus. Puis, il y a d'autres dates qui sont déclarées, puis qui vont avoir lieu s'il n'y a pas d'entente signée. Alors, à suivre. Combiné à ça, il y a eu cette semaine, ou je devrais dire la semaine passée, il y a eu une mise à jour du programme OASIS qui est fort utilisé pour différents éléments de soigner le patient, les résultats, des notes, etc. Mise à jour très, très attendue et nécessaire. Comme toute mise à jour, il y a eu des bugs, mais là, puis c'est pour ça qu'on le fait de vendredi à samedi. En attendant ça, la fin de semaine, les volumes sont plus bas. Malheureusement, ça continue et ça cause vraiment, malgré qu'il y a des plans de contingence, ils ne sont pas parfaits. Puis, il y a un ralentissement de comment on peut travailler et traiter des patients en lien avec ça. On espère que ça va être résolu, mais on n'a pas une date. Maintenant, c'est utilisé avec moins d'utilisateurs que normal. Et nous espérons que ça va continuer à s'améliorer dans les prochains jours pour redevenir normal. C'est tout ce que j'ai pour le Varia. Peut-être. Oui. OK, merci Lucie. Est-ce qu'il y a des questions du conseil d'administration pour Lucie? Oui, j'ai une question. C'est Uriel Père, représentant CMD. Merci pour votre présentation. Ma question porte sur la diapositive que vous avez montrée concernant les listes d'attente et en chirurgie. Si on peut le remettre, c'est possible? C'est celle avec la liste des... pas celle-là, non? Oui, non, non. Celle-là, merci. Oui, alors, là, j'ai vu tous les efforts que l'administration fait pour diminuer, vraiment réduire les temps d'hospitalisation. Ce que je remarque avec ce graphique, c'est que ça monte de façon stable. Puis à peu près là, à la période 10, P10, P11, la liste des chirurgiens en attente diminue de façon assez drastique. J'aimerais connaître votre opinion face à ce changement aussi drastique. Qu'est-ce qui peut causer ça? Parce que ce serait quand même bon à savoir. Alors, votre question, juste pour comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on était capable d'avoir cette baisse de plus qu'1 an? C'est ça. OK. Alors, la stratégie a été changée pour faire en sorte que, parce qu'il y a une tendance d'annuler, quand les cas sont annulés, il y a tendance que ça soit le dernier cas de la journée. Alors, ce qui a été fait, c'est qu'il y avait beaucoup de rappels et l'épuration de la liste pour voir est-ce que les patients ont encore besoin d'une chirurgie ou non, parce que des fois, la situation change. Alors, ça, c'est une partie. Une autre partie, c'est d'être sûr de les planifier et de les faire comme premier cas de la journée pour s'assurer qu'il n'y a pas d'annulation au cas où il y a des urgences, etc. Puis, c'était aussi de regarder dans quelques sections si les cas nécessitent pas une expertise nette, est-ce qu'on peut avoir un certain partage entre chirurgiens des cas hors délai? Alors, il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en place par le co-administration de chirurgie, beaucoup Dr. Tanzer avec Michel Picard et leur directeur pour vraiment adresser et voir comment baisser cette liste-là. Oui, merci beaucoup. Ça a eu un grand impact. Oui. Oui, oui. Bon, est-ce qu'il y a des autres questions? Sinon, nous pouvons aller jusqu'à la période de questions. Nous avons 3 questions et je crois que Martine Alfonso va faire les questions. Est-ce que c'est correct, tu es là? Je suis là, oui, oui. OK.
Alors, je Pas peux les lire. vouloir, Puis, OK, allez-y. je vais les lire et après ça, Mme Alfonso va répondre. Alors, the first one is from Cheryl Cornworth Montgomery. And in summary, I'll read out the question in total. It's the question is with respect to what leadership is doing about the situation about the MGH emergency room. And she asks, why is the government not putting the same effort into our emergency rooms that they did for the vaccination centers? So I'll read the question. I had the unfortunate necessity of going to the ER at the MGH recently, and I'm hoping that something will be done to improve the situation there for everyone, patients, nurses, doctors, and others who are there. I find it shocking that a world-class city like Montreal has a rundown hospital in the heart of the city and an ER you might find in a war-torn, impoverished country. The waiting room is small and dirty and dark. People didn't know where to go. There was a paper sign taped to the wall saying that there were short 7 nurses that day. Indeed, I only saw one nurse who was wonderful but overwhelmed, and she said that there was only one doctor working. How is this possible? Isn't the Montreal General supposed to be a major trauma center? The furniture in the first room I was called into was actually being held together with duct tape, and the flooring is ripped in places. I feel truly sorry for the people who have to work there. We have excellent healthcare professionals in Montreal, truly top-notch, caring and hardworking individuals who do their best every day to take care of us. They deserve to be in much better facilities with much more support. When this happened, I find it striking. She's thinking of Mrs. Montgomery, thinking of the healthcare workers, even as you're there and sick. When this happens, then they will be able to provide more coordinated care and prompter service to the patients who are waiting patiently hour after hour without any clue how they will be seen. So the questions are the ones that are noted there. And I, before handing it over to Mrs. Alfonso, who will give it, just in terms of, she'll tell you what we're doing, but in terms of vaccination centers, there is a major difference with vaccination and probably most other things, with the exception of, let's say, cataracts or hip replacements. In that, vaccination is very, very simple. And it's very standardized, and so and very repetitive. So the actions are very quick to learn, and it's the same thing all the time. And so it's very difficult to go from that to an emergency type, or to make that link where everybody coming in has very different needs versus vaccinations where people take appointments and it rolls almost like a factory. So I'll just say that in terms of the vaccination centers, but I will turn it to Mrs. Alfonso to say the different elements that are being put into place for the physicality of the ER. Thank you, Dr. O'Patterney. Good morning, everyone. So the information I will be conveying to the board and the members of the public is actually the work of Pierre-Marc Legris, our Director of Technical Services. On my behalf, I will add my voice to Dr. O'Patterney's comment that the experience that the patients and the staff live at the MGH emergency room is far from optimal, and we will have to continue to work to improve on it. Many institutions in Quebec need upgrades of their buildings, and the MGH is absolutely one of them. Maintenance is ongoing. Our group recently installed new flooring in the waiting room and refreshed the paint and waxed the floors. They are now in the process of identifying the most pressing need to renovate and support from the MGH Hospital Foundation. That is, and its generous donors, because that's one way to finance these much needed work. They include the exam rooms, which are without a doubt a priority, as is the stretcher area, which is probably the area that you have been visiting. Having said this, there have been $10 million investment over the last 2 years. We need a lot more, but the work that was done over those 2 years were the construction of 2
brand new trauma rooms. We created an auxiliary corridor to support the 3 trauma rooms. We added 7 new patient rooms, developed a monitoring area to improve the workspace for nurses and doctors. And we created 2 new bathrooms with showers and develop a new pharmacy section. So a lot of work has been done, but there's still a lot to do, again, to improve the quality of the environment for the patients, the families, and the staff. Non, merci, Madame Alfonso. Dr. O'Patterney, est-ce que vous voulez faire deuxième question? Oui, absolument. Merci beaucoup. Alors, deuxième question vient de Pierre Hurtaud. Le 12 juin dernier, lors de la séance du Conseil, la PDG a promis pour septembre 2023 la révision de la politique du CUSUM sur la maltraitance pour faire suite aux modifications législatives apportées en avril 2022. Est-ce que la politique révisée est-elle maintenant disponible? Sinon, comment expliquez-vous le retard? Merci, Dr. O'Patterney. Merci, M. Hurtaud, pour votre question. Alors, ce dossier-là est mené au CUSM par Mme Colleen Tim, qui est directrice des services multidisciplinaires, la mission de santé mentale et qui s'occupe de la trajectoire des NSA. Alors, en effet, la révision de la politique PM 400, lutte contre la maltraitance envers les aînés et toutes les autres personnes majeures en situation de vulnérabilité, a été complétée comme prévu. A été soumis au comité de gouvernance et d'éthique du conseil d'administration à sa réunion du mois de septembre dernier. Et le conseil d'administration a ensuite approuvé la politique revisée lors de sa séance du 29 septembre. Si vous allez sur le site web du CUSM, vous ne trouverez pas encore cette version. C'est la version antérieure qui est disponible parce qu'il y a une autre étape avant que nous ayons l'aval des autorités pour l'afficher. Alors, selon le processus gouvernemental, la Direction générale des aînés et des proches aidants du ministère de la Santé et des Services sociaux doit la reviser et donner son accord à son application, à sa présentation et à sa diffusion sur le site web parce qu'elle pourrait demander des changements si elle le souhaitait. Alors, dès que nous aurons l'aval, le document sera disponible sur le site web du CUSM. Bon, merci. Et la troisième question? Oui, la troisième question vient de Mme Katerina Lutsenko, une membre de la communauté. Je souhaite soumettre une question d'importance concernant l'accessibilité des échographies salines au CUSUM, Centre de reproduction, une question qui préoccupe de nombreuses femmes qui cherchent à bénéficier de ce service. C'est crucial. Il est devenu de plus en plus difficile d'obtenir un rendez-vous pour une échographie saline au CUSUM, Centre de reproduction. Les disponibilités pour le mois suivant sont régulièrement fermées, ce qui peut entraîner des retards importants dans les soins médicaux nécessaires. De plus, la liste d'attente pour les annulations de rendez-vous semble inexistante, laissant peu d'options pour les patients qui souhaitent obtenir un rendez-vous plus tôt. Un autre point de préoccupation est l'horaire limité pour ce type d'échographie qui n'est possible que les lundis. Cette restriction d'horaire n'est pas réaliste compte tenu de la longue liste d'attente des contraintes de temps auxquelles sont confrontées de nombreuses femmes. Par conséquent, je propose la question suivante pour discussion lors de la prochaine Assemblée générale. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour améliorer la qualité et l'accessibilité de services d'échographie saline au CUSUM, Centre de reproduction, en particulier en ce qui concerne la disponibilité des rendez-vous et l'élargissement des horaires de rendez-vous au-delà des lundis? Je crois fermement que l'amélioration de l'accès à ce service est essentielle pour répondre aux besoins des femmes de notre communauté. Nous devons nous efforcer d'apporter des améliorations significatives à cette situation. Je vous remercie de prendre en considération cette question et j'attends avec impatience la discussion et les idées constructives à l'Assemblée générale pour améliorer cette situation critique. Je pense qu'on peut arrêter le partage pour se voir, étant donné que c'est la dernière question. Donc, OK, merci. Mais est-ce que je crois qu'il faut répondre à la question? C'est Mme Alfonso qui va répondre. Oui.
Merci, Dr. O'Patterney. Alors, la question a été soumise à Mme Cindy McCartney, qui est directrice adjointe de l'Hôpital de Montréal pour enfants et de la mission de la santé des femmes, qui inclut le programme de procréation médicalement assistée, et Dr. William Bucket, qui est directeur médical du programme de procréation médicalement assistée. La réponse qu'il nous donne est la suivante. L'échographie saline est acceptée sur demande. Il n'y a pas d'attente. Les rendez-vous sont restreints, mais il n'y a pas d'attente. C'est un test qui n'est pas considéré comme la meilleure pratique pour évaluer la perméabilité des trompes. Après discussion avec l'équipe médicale, il semble que l'hystérosalpingogramme est la méthode qui est la mieux recommandée pour valider la perméabilité des trompes. Par conséquent, les demandes d'échographie saline sont très peu nombreuses au CUSM, 5 seulement l'année dernière, et ces patients sont examinés au centre même. Donc, l'examen est un test diagnostique qui est toujours offert par le département de radiologie. Toutefois, avec la pandémie, le département de radiologie a une pénurie de technologues, alors il se peut que c'est pour ça que l'accès est restreint. Je suggérais à madame ou à la personne qui attend ce test d'en rediscuter avec son médecin parce qu'il y a peut-être une alternative qui serait encore meilleure que le test qui est soulevé ici. OK. Bon, merci. Merci pour la réponse. Mais l'élément de base de la question aussi d'augmenter, je reviens à ce que Mme Alfonso dit en termes de pénurie de technologues. Alors, une nette augmentation qui n'est pas restreinte à ça. Faut voir comment augmenter cette pénurie-là parce que c'est un enjeu important pour l'accessibilité. Oui, OK, d'accord. Merci. Est-ce que je crois que c'est toutes les questions qui sont soumises? Oui, OK. Bon, est-ce qu'il y a autre chose au point de vue des membres de consultation? Sinon, je veux dire merci à tous les membres, merci le conseil, merci les membres du public qui sont participés aujourd'hui. Et peut-être j'ai besoin de motion to close the meeting. Puis-je avoir quelqu'un à proposer? Happy to do so. It's Clemens. Oui, bon, merci Clemens. I second André Benici. Bon, merci André. Et tout le monde est d'accord? Oui? OK, merci. Et à bientôt. On se revoit le 11 décembre. Merci. Merci, au revoir.